Je dois reconnaître que trouver des légendes dans le département de l'Ain n'est pas chose aisée. Ma principale source de recherche étant actuellement Internet, il n'y a pas autant de contes et légendes que sur d'autres départements. Cependant, je suis parvenu à compiler quelques-unes malgré tout. N'attendons pas un instant de plus pour les découvrir. Dans la culture populaire, il était une rivière qui autrefois ne pouvait être traversée. Les habitants et autres envieux de défis tentèrent de différentes manières, par différentes constructions, mais l'Albarine parvenait toujours à les mettre à bas. Jusqu'à ce qu'un homme nommé Jean, fort comme un taureau, se lance à son tour. Plantant 2 poteaux de chaque côté, il les relia par une corde à une barque et, sûr de sa construction, invita les villageois du coin à traverser, ces derniers se montrant peu enclins. Malgré leurs craintes, tout se passa très bien, et voyant ce haut fait accompli, une fête fut organisée où nourriture et vin coulèrent à flots. Ce fut tard dans la nuit que des badauds un peu alcoolisés l'aperçurent. Une femme, élégante, de blanc vêtue, se tenait à bonne distance. Silencieuse, elle ne répondit pas à leur appel et s'éloigna à chaque tentative de rapprochement de leur part, avec une grâce et une agilité qu'ils n'avaient jamais eues. Intrigués, ils tentèrent de la prendre au piège, l'encerclant dans un pré, mais en vain, car malgré leurs tentatives, elle parvenait à leur échapper, jouant avec eux. Ce manège les mena jusqu'à l'Albarine, où ils constatèrent avec stupeur que la femme se tenait désormais sur l'eau, comprenant avoir eu affaire à la fée de l'Albarine. En déployant ses grandes ailes, elle les nargua, montra du doigt, puis disparut. Mais ce moment de répit ne dura qu'un temps, et rapidement, tous ceux qui s'étaient pris à la chasser furent pris d'une fièvre délirante, à tel point qu'ils ne parvenaient même plus à reconnaître leurs proches. Durant l'hiver qui suivit, Jean, toujours fort de sa prouesse, profitait du calme hivernal pour se reposer au coin du feu, jusqu'à ce qu'une voix féminine l'invective de sortir, car elle souhaitait traverser l'Albarine. Avec insistance, elle fit remarquer à l'homme que sa mule toussait, chose étonnante qu'elle puisse le savoir, car la mule n'était pas dehors. Il accepta, bien que peu enclin au départ, et dont sa propre femme redoutait également un malheur, voulant l'accompagner, ce que Jean refusa. Devant l'Albarine, voyant un torrent inhabituel, il refusa, mais la femme insista à nouveau en lui proposant 3 écus pour ce service. Jean accepta, après réflexion. La traversée ne se fit pas sans encombre, et pour la première fois, il avait compris la dangerosité de l'eau. Une fois de l'autre côté, la femme le nargua, prophétisant que son bateau finirait échoué tôt ou tard, car l'Albarine resterait à jamais indomptable. Cependant, l'esprit lui conseilla de faire relever le fer de sa mule au marché malgré tout. La prophétie se réalisa. Durant une crue, la rivière se creusa un nouveau lit, et le bateau devint alors inutile, car plus aucune eau pour le faire flotter. Jean était devenu fiévreux à son tour, car il avait retrouvé 3 feuilles de noyer à la place des écus, alors qu'aucune feuille n'était visible depuis des mois, et il sombra dans le délire. Quant à l'Albarine, on parvint à construire un pont en priant pour qu'elle s'en contente. Il y a très longtemps, un pêcheur ayant une famille nombreuse s'en alla chercher du poisson au lac. Toute la survie de sa famille dépendait de sa pêche, qui, sans surprise, se trouvait assez inégale. Tantôt il avait tant de poissons qu'il pouvait en revendre, tantôt ce n'était pas suffisant. Ce fut justement dans une période de moindre pêche qu'il se retrouva, car arrivé jusqu'à midi, toujours rien ne daignait mordre à l'hameçon. En priant les cieux, il jura de relâcher le prochain poisson qui mordrait. Le hasard voulut que ce soit un des plus gros poissons qu'il ait jamais vu. Évidemment, ayant une famille à nourrir, l'homme ne put se résoudre et promit de le faire pour le second, qui fut encore un gros poisson. En plein conflit intérieur, il ne parvint pas à tenir sa promesse, et ce fut à ce moment qu'il vit un petit chat noir se débattre dans l'eau. Il sauva la pauvre bête et retenta une pêche. En vain, la chance avait tourné. L'homme, cependant, était satisfait, et il rentra avec l'une des plus belles pêches de toute sa vie, en plus d'un nouvel animal de compagnie en la personne du chat noir. Entre la joie de voir des poissons aussi gros et la nausée à la vue du félin, sa femme voulut se débarrasser de l'animal, mais céda face à leurs enfants qui, pris d'affection pour l'innocente créature, s'y étaient déjà attachés. Mais ce fut le début de la fin,
Plus aucune prise ne mordait, et le chat ne cessait de griffer les enfants si fortement que le couple n'eut d'autre choix que de chasser la bête plus sauvage qu'elle en avait l'air. Le chat devint panthère avec les années, et les habitants du village proche n'entendirent plus jamais parler du pêcheur, dont le mauvais sort n'avait eu de cesse de s'acharner sur lui. De son territoire, la bête avait pris possession, et rares étaient les voyageurs qui passaient par là à pouvoir en revenir. La rumeur populaire voulait que l'animal se soit affublé d'une curieuse routine. Elle ne tuait jamais le 10e passant, et les villageois s'assurèrent donc de laisser ce rôle à des étrangers passant dans le pays du Bouget. Jusqu'à ce qu'un jour, un soldat de passage se lança en tant que 10e car il avait grand hâte de retrouver sa promise. Prévenu, il fut sur ses gardes, et de 2 coups d'arquebuse, il acheva la bête massif, mettant fin à son règne de terreur. On appela la montagne où elle avait élu domicile la dent du chat depuis lors. Il serait un peu complexe de raconter toute l'aventure du géant nommé Gargantua, mais il est clair qu'il aura quelque peu marqué le département et le pays du Bugey lors de son périple. Sûrement l'un des géants les plus connus de la culture, il est donc fort probable que vous en ayez déjà entendu parler quelque part. Je m'excuse par avance si j'écorche certains noms. À Bâgé-la-Ville, le géant fut accueilli par un festin car on lui avait préparé un potage de rivier à la farine de froment à sa mesure, et il ne fallut pas moins de 6 hommes pour lui lancer la nourriture dans la bouche avec des pelles de taille. L'une d'elles s'échappa d'ailleurs dans son gosier, et le géant, en avalant le tout, confondit cette dernière avec un simple grain de millet mal pilé. Il connut une aventure similaire à Cise, quand, accablé d'une grande soif, le géant, un pied sur chaque rive, se pencha pour boire l'eau de la rivière. Cependant, de nombreux radeaux de sapins descendaient le courant depuis le Jura, et il en avala un par mégarde, pensant avoir avalé un simple moucheron. La faim et la soif de Gargantua se trouvaient bien à la hauteur de sa légende, car en buvant à nouveau dans une rivière près du Cuisia, il se sentit mal. Un docteur, pour l'ausculter, entra dans son estomac et en sortit un attelage de bœufs tirant une charrette d'épines, avalée par mégarde. Le géant s'en trouva fort mieux. Après avoir fait un bond gigantesque, en se réceptionnant sur ses pieds et une main, il creusa 3 trous par cette action, qui se remplirent alors d'eau et formèrent les 3 lacs non loin de Virieu-le-Grand. Vers Culose, alors qu'il marchait en plein hiver, de la boue s'agglutina à ses chaussures, et le géant décida d'en retirer la totalité, qui tomba alors de chaque côté du Rhône, formant ainsi, du côté de l'Ain, le mollard de Lavour. Dans un lieu-dit portant le nom de Soulet-de-Vin, son cheval posa une patte sur un terrain de 2 hectares, qui prirent alors la forme du fer. On nomma cet endroit le pas du cheval. Et je pourrais continuer encore longtemps comme ça, mais je pense que ces exemples donnent une bonne idée de l'influence du géant, dont on prétendrait que son existence serait même antérieure au roman dans lequel il est apparu. C'est vers une histoire aux proportions un peu plus bibliques que nous allons parler cette fois. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer ce qu'a été l'Arche de Noé et le déluge. Sachez simplement qu'à la suite de cet événement, un descendant de Noé serait lié à la naissance du Bouget. Nous parlerons de Bougia, fils de Japheth, qui était lui-même le petit-fils de Noé et dont la compagne se nommait Belle. Bougia avait décidé de s'en aller en voyage, accompagné de sa compagne. Japheth lui offrit un sac, dont il conseilla de répandre le contenu lorsqu'ils, selon ses mots, auront le regard qui embrasseront le pays des rêves et du désir. Le sachet renfermait des reliques précieuses datant de l'ancien monde, d'avant le déluge, qui devaient rajouter encore plus de beauté et de richesse à l'endroit où ils éliraient domicile. C'est sur ces mots qu'ils se quittèrent. Les 2 amants marchèrent pendant des mois, dans une nature timide qui avait repris ses droits, mais qui peinait encore à offrir fleurs et beautés. Ainsi, ils affrontèrent vent et pierre. Jusqu'à ce qu'un soir, Bougia gravit un talus et aperçut enfin ce qui devait alors devenir les terres où il pourrait enfin vivre. Il appela Belle, qui tomba rapidement d'accord avec lui. La vallée était immense, la terre fertile et les paysages attrayants. Le couple, d'un accord commun, encore une fois, l'appelèrent le pays du Bouget, en hommage à Bougia. Ce dernier se rappela d'ailleurs du don de Japheth, le précieux sac. Ce dernier contenait un lot de graines en tout genre, et ils les plantèrent chacune dans le sol, parcourant cette terre en une journée, pour s'endormir fatigués mais heureux lorsque le soleil les quitta à l'horizon. Le lendemain, la surprise de se trouver à l'ombre d'un arbre les saisit, et tout autour d'eux s'était changé en un Éden luxuriant en une seule nuit. Ainsi naquit le pays du Bouget.
selon la légende, bien entendu. Pour cette histoire, je veux me permettre de vous la raconter à la première personne pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Alors que je parcourais la forêt dans une randonnée un peu trop aventureuse, je réalisai rapidement que plus aucun réseau ne passait sur mon téléphone. Impossible de savoir où je me trouvais, et je ne pouvais qu'errer, avec comme seule boussole la lumière d'un soleil déclinant. D'un pas incertain, je marchais jusqu'à trouver enfin la lisière, enfin la possibilité de pouvoir sortir de cette forêt. Une fois dans un pré, toujours aucun réseau. Mais je pouvais malgré tout apercevoir au loin des bâtiments se dessinant à l'horizon. Avec précipitation, je pris la direction de cette ville. C'est en arrivant sur place que la stupeur me saisit. Pas d'habitants, personne dans les rues. Les maisons et bâtiments semblaient vides, comme si tout le monde avait disparu. La ville était déserte. Mais pourtant, les feux de signalisation marchaient bel et bien, et il y avait de l'électricité. Je pris donc la décision de trouver un téléphone afin de pouvoir appeler du secours. Comme si la situation n'était pas assez bizarre, en m'aventurant dans les rues, je remarquai enfin un véhicule qui venait droit sur moi. Une sorte de minibus. Dès qu'il fut assez près, l'effroi me saisit. Il n'y avait aucun conducteur. Bon allez, je vais m'arrêter là, car la blague a sûrement assez duré. Bien que cette histoire a le mérite d'être intéressante, ce n'est pas une légende à proprement parler, même si ce que je vous ai décrit existe bel et bien. La ville se nomme Transpolis et n'est en fait qu'un vaste domaine de test créé spécialement pour les véhicules autonomes et autres options telles que celles concernant la sécurité, et j'en passe. Même s'il est clair que ce n'est pas une histoire ayant du poids dans le passé, il est probable que cette ville marque au moins un peu l'avenir. L'idée d'une ville fantôme, même factice, m'a bien plu, et je tenais donc à en faire mention. C'est sur cette histoire que se termine cette vidéo. Si le format en première personne vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et peut-être que je pourrai le refaire de temps en temps. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre soutien. Ça me motive pas mal en plus du plaisir de découvrir et vous faire découvrir des petites histoires comme ça. La semaine prochaine, nous irons de l'autre côté de la France, vers l'océan cette fois. Portez-vous bien et à très bientôt.